si Internet est d'accord avec nous. Ok. Bonsoir, merci d'être là avec nous pour parler du livre Nos futurs solidaires qui est sorti chez ActuSF. C'est un livre qui est donc un recueil de nouvelles sur la question de la solidarité. Un livre qui va donc... J'ai plus mes papiers évidemment de tout ce que j'avais préparé parce que c'est plus dans le bon sens. Donc c'est sous la direction d'Ariel Kirou pour le laboratoire des solidarités de la Fondation Konakjay. Avec nous ce soir, nous avons, alors dans l'ordre qui n'est pas celui que j'ai écrit, évidemment, sinon c'est pas drôle, c'est l'heure d'arriver. Donc nous avons avec nous Katie Stewart, qui donc pour ce recueil a écrit une nouvelle qui s'appelle Six faces d'un même cube. Elle a récemment écrit l'Évangile selon Myriam, que ce coup-ci nous avons, qu'on n'avait pas à l'automne à cause d'MDS, mais là on a une belle pile. Si vous avez manqué la dernière fois la dédicace, on a une belle pile. Voilà. Ensuite, nous avons Audrey Plenet qui a écrit la nouvelle Entrée en résonance, elle qui travaille dans le social, donc là c'est très très intéressant au niveau de notre titre du jour. Et nous avons Régis-Antoine Jolin qui a écrit une nouvelle extrêmement drôle qui s'appelle L'affection. Vraiment, vraiment très très drôle. Ça fait du bien d'avoir une nouvelle comme ça au milieu des autres. Et qui est scénariste. Et nous avons quelques exemplaires du Did Sargasses qui est paru chez Nemos. On a eu un peu de mal. Ils ont eu du mal à les trouver dans les stocks. Mais on en a. Voilà. Et je salue Vincent Morel qui est dans le public et qui a écrit L'enfant de thérapie. Voilà, et puis donc tout à l'heure, à un moment donné, on a Catherine Dufour qui va arriver et qui a écrit Boots change de mode. Voilà. Donc on va pouvoir commencer dès maintenant à parler de ce recueil de nouvelles. Comment ça a démarré toute cette histoire? Alors, je crois que c'est moi le mieux à même de répondre, je crois. Ouais, avant. En fait, ça a démarré en 2016. L'idée est née en 2016 au fond de ce livre, puisqu'en fait, on travaillait, on réfléchissait avec une fondation qui s'appelle la Fondation Konakjay, qui est une fondation à but non lucratif qui est dans le médico-social, qui a 3 hôpitaux aussi. Donc cette fondation qui a aussi 2 maisons d'enfants, qui a également un lycée privé professionnel gratuit. En fait, voilà, donc ils ont une série d'établissements. Et on réfléchissait avec cette fondation pour qu'il fête ses 100 ans, parce que c'est d'une certaine manière un peu les anciennes bonnes œuvres de la Samaritaine. C'est né de ça au départ, en fait. Hein. Donc c'est le couple Monsieur et Madame Jay qui avaient fondé la Samaritaine et qui ont créé la fondation Konakjay. Et donc on réfléchissait à comment fêter leur centenaire, et parmi les idées qui sont sorties, il y avait l'idée de faire une sorte de publication, une sorte de revue qui s'appelait Vision solidaire pour demain. Et lorsqu'on a réfléchi aux éléments qu'on voulait mettre dans cette revue, l'idée étant de rénover un peu, de transformer un peu ce monde de la solidarité qui est quand même parfois un peu, pas très funky de manière générale, pas toujours aussi vivant qu'on aimerait le voir. Et donc voilà, on avait envie en quelque sorte de trouver des idées un peu inédites par rapport à ce monde de la solidarité. Et on s'est dit que l'une des idées était de faire des nouvelles. Voilà, tout simplement. Donc de faire aussi une base de connaissances avec des tas de reportages, des vidéos, etc., qui s'appelle solidaroom.org. Et l'idée de faire des nouvelles sur la vision qu'on aurait demain de la solidarité, c'est une idée donc, que j'ai proposée en fait à la Fondation et qu'ils ont accepté parce qu'ils nous faisaient plutôt confiance. Et donc on a demandé à Vincent Morel de faire l'enfant de thérapie et à Catherine Dufour, ici, comme vous voyez, en fait, à Catherine Dufour, donc Boots change de mode. En tout cas, on leur a demandé, on leur a proposé de faire déjà donc, une nouvelle, on leur a demandé de faire un petit résumé court de ce qu'ils pourraient écrire, qui permettait donc en fait à la Fondation, et moi de réagir et de leur donner toute liberté après pour écrire. Et c'est comme ça en fait qu'est née l'idée. Pour la petite histoire, Catherine Dufour est devenue membre du comité éditorial de notre laboratoire des solidarités. Donc elle a fait une sorte d'entrée dans ce monde-là par la même occasion. Et on a fait 5 numéros de la revue. Il y a eu 10 nouvelles.
Et donc, et là, donc récemment, on s'est dit, ce serait vraiment génial. On avait un peu cette idée-là dès le départ, mais ça a été dit, ou plutôt redit, souligné par Jean-Luc Fidel, qui est le directeur de la Fondation, de dire ce serait bien de faire un bouquin avec ces 10 nouvelles. Et on a décidé d'en rajouter 4, dont celle donc, de Léo Henry. Voilà, j'ai dit 3 fois. Elle arrive donc Audrey Tenet, donc Léo Henry, Anne-Sophie De Vries et Michael Roch. 4 nouvelles qu'on a rajoutées. Et nous avons invité les 10 auteurs, dont les 2 qui ont été les premiers finalement, qui étaient Catherine et Vincent, à reprendre, s'ils en avaient envie, leur texte. Et donc voilà, chacun des 10 auteurs a plus ou moins repris, réactualisé son texte pour le recueil. En fait, ce qui fait qu'on avait 14 nouvelles qui au fond toutes étaient vues et revues, comme si effectivement c'était le cas, comme si elles étaient nouvelles, pour faire pour le coup un livre qui entrerait dans ce monde des littératures de l'imaginaire, alors que jusqu'ici, ce qu'on avait réalisé était plutôt dans le monde de la solidarité. Voilà, hein, donc c'est comme si c'était un peu une sorte de retour à l'envoyeur, en quelque sorte, qui, en tout cas, qui, moi, me faisait bien plaisir, et visiblement a plu aussi aux auteurs et autrices. Et donc voilà, on s'est trouvé ce livre donc, de 14 nouvelles, et on a décidé de le compléter par 4 conversations sur des réflexions sur la solidarité, d'une part, sur les récits de solidarité, sur le devenir de la solidarité et sur les utopies qui pourraient être solidaires. Et on a fait une conversation à laquelle a participé Catherine Dufour, à la fois en tant qu'autrice et membre du comité éditorial, donc du laboratoire des solidarités de la Fondation Cognac. Donc voilà, c'était une histoire un petit peu longue, mais ça montre en fait comment cette idée est née pour essayer d'apporter un vent nouveau au monde de la solidarité et du médico-social, et comment là maintenant, en quelque sorte, ce livre rentre dans le monde de la science-fiction et des littératures de l'imaginaire. Je vais ajouter un petit détail. La revue était une très belle revue, c'est Vision solidaire pour demain. C'était un très joli MOOC dans lequel il y avait des interviews passionnantes de sociologues, de psychologues, de professionnels de la santé, une recension d'innovation vraiment pertinente. Moi, je la lisais à chaque numéro, c'était une revue annuelle, et je la lisais à chaque numéro avec passion du début à la fin. Et l'intérêt de la revue, c'est qu'elle était aussi largement distribuée aux gens qui travaillaient ou qui travaillent dans les hôpitaux de la Fondation Koenigset. Et du coup, il y avait aussi un défi d'écriture qui consistait à voilà, des gens qui lisent peut-être pas du tout de science-fiction, et d'essayer de trouver le moyen peut-être que ça va les intéresser. Enfin, il y avait un défi d'écriture particulier parce que c'est pas le public, c'est pas le public habituel. C'est vraiment un public qu'il fallait aller chercher, agripper, et qu'il fallait pas perdre en route. Donc c'était un défi d'écriture assez intéressant aussi que de pouvoir s'adresser à un public qui, avec cette porte ouverte sur un monde qui est pas du tout le même qu'ici, que dans une librairie comme celle-là où les gens ont déjà une habitude de ces cultures. D'ailleurs, si tu me permets, je vais raconter une anecdote qui moi, me fait encore sourire, c'est que je suis d'accord que c'est vraiment le texte, un des rares, c'est rare de lire des nouvelles aussi drôles que celle de Régis. En plus hallucinant, parce qu'il imagine un virus empathique avant le Covid, donc c'est fin 2018, donc là on se dit mais c'est quand même absolument hallucinant. Et pour la petite histoire, il avait fait une première version qui était super intéressante, mais qui était sombre, qui était totalement autour de la mort, etc. Et puis il dit, non mais là, et c'est fou quand même, hein, c'était l'antithèse de ce qu'il a finalement écrit, qui est cette nouvelle effectivement assez réjouissante. J'ai été horriblement censuré par Ariel Kérou. Mais puisqu'on rigole, c'est peut-être pas de la censure finalement. Ouais, est-ce que c'est de la censure? Non. Je plaisante. Ouais. On va juste redresser un ou deux livres pour qu'on puisse voir, parce que là c'est vrai qu'à plat comme ça c'est dommage, on ne voit pas du tout ce beau livre jaune.
Donc on a évoqué un tout petit peu le fait on avait une nouvelle qui était drôle, mais je me dis qu'on pouvait faire peut-être un peu un tour d'horizon de chaque nouvelle, à la fois de quoi ça parle ou des thématiques pour qu'on ait une petite idée pour la suite. Voilà, qui veut démarrer? On commence. Bon, je veux bien commencer. Alors, je suis quelqu'un de très drôle, mais je suis la seule à le savoir. Donc, c'est un peu dommage. Et alors, moi, mon aventure là-dedans, c'est arrivé à un moment particulier, puisque j'étais en reconversion professionnelle et j'avais des examens de Master 2 de psychologie qui arrivaient au même moment où je devais rendre ma nouvelle. Mais c'est le genre de moment où je suis particulièrement stimulée à faire autre chose que réviser, par exemple. Et donc la question qui m'était posée, parce qu'on avait des thèmes en fait à chaque numéro, c'était les lieux de la solidarité. Et pour quelqu'un qui a travaillé 15 ans à l'Éducation nationale, c'était un des lieux qui s'imposait. Pour quelqu'un qui avait fait un stage auprès de personnes SDF, il y avait des choses. Pour quelqu'un qui était en train de faire un stage en asile psychiatrique, je dis asile, c'est drôle, en hôpital psychiatrique, dans 2 hôpitaux psychiatriques, il y avait aussi quelque chose, mais j'avais envie vraiment de sortir des évidences. Donc j'ai travaillé à un lieu virtuel, parce que... Et j'en ai profité pour aussi travailler un type de personnage que j'avais envie d'écrire depuis très très longtemps, et que je n'arrivais pas à écrire, donc je peux le dire parce que je ne crois pas que ça change beaucoup à l'histoire, mais ce que j'avais imaginé, c'était un faux profil Facebook qui croit qu'il existe. Voilà. Donc, donc une occasion de travailler un mode d'existence qui peut effectivement passer beaucoup par le virtuel, mais avec une possibilité de s'interroger sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qui on est, qui on n'est pas. Donc on retrouve des thèmes qui reviennent me chercher régulièrement dans mes textes, du mensonge et de la vérité, mais voilà, j'ai adoré avoir cet ensemble de contraintes, donc déjà temporelles, et voilà, j'ai rendu mon texte à la limite du délai. Oh, mais je vais raconter l'histoire de ça. Je vais quand même raconter l'histoire de son texte parce que c'est quand même assez drôle. En fait, quand on travaille avec notre éditeur, hein, finalement, notre co-éditeur, il y a ActuSF et puis il y a le Laboratoire des Solidarités qui co-édite le livre. Et donc on a acheté un grand nombre qui va diffuser à l'intérieur de sa fondation, de ses établissements. Donc d'habitude on fait ce petit résumé quelque part qui me permet moi de réagir, mais surtout en fait à Georgia Serrini-Serigondi, qui est la directrice du Laboratoire des Solidarités, de réagir au nom de la fondation, parce qu'effectivement il y a quand même, c'est pas une commande, mais je préfère quand même protéger les auteurs en fait, c'est logique en fait. Hein. Et donc c'est une sorte de façon d'abord de savoir où on va et de bien protéger. La seule contrainte d'écriture, c'est que ce soit lié à la solidarité en fait. Hein. Bon, mais encore faut-il que ça puisse être. Et donc, quand j'ai expliqué ça à Katie, elle m'a dit, mais c'est pas question. Non mais tu rigoles. Je ne sais pas ce que je vais écrire et de toute façon, je ne fais jamais de résumé avant. Bah, même après d'ailleurs. En général, dans mes textes, le but c'est pas il se passe ça, puis après il se passe ça, après il se passe ça. C'est toujours une expérimentation sur un point particulier. Et en fait, ce que je dis, c'est que si ça tenait en 4 lignes, ben, je ferais 4 lignes. Hein. Moi, je fais des nouvelles en un tweet, donc on y va quoi. Si je développe, c'est qu'il y a autre chose. Et effectivement, je comprends. Je suis capable de me mettre dans la tête des autres, donc je comprends cette contrainte-là, mais effectivement, je n'avais aucune idée. Je me disais que je voulais expérimenter ce type de personnage, je me disais que je voulais travailler sur un lieu de la solidarité, mais après l'histoire, en fait, je la découvre pendant que je l'écris, et si je raconte avant, mais j'écris pas, ça ne m'intéresse pas, une histoire que je connais déjà, donc... Alors, le truc qui est assez drôle, c'est que j'ai improvisé sur le peu de choses qu'elle m'avait dit, un petit texte très court que j'ai filé à Georgia, qui m'a dit, bon, ok, why not, pourquoi pas, bon, je dis, bon, voilà, j'ai expliqué quand même, et le truc le plus fou, c'est qu'elle a adoré, mais littéralement adoré le texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre co-éditrice, en quelque sorte, elle a forcément des avis différents sur le texte. Il y a quelques textes qui sont dans le livre qu'elle aime un peu moins que d'autres, en fait. Bon, il se trouve que celui de Katie, et celui d'ailleurs de la plupart de tous ici,
Bon, c'est différent. Mais elle les aime beaucoup, elle a littéralement adoré. Pour elle, c'était vraiment de magnifique littérature, alors que c'est pas du tout une lectrice de science-fiction. En plus, et c'est pas une lectrice de science-fiction, il n'y avait pas le pitch habituel, c'est quand même un texte réellement de science-fiction. Alors, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réalistes que d'autres, et elle a adoré. Donc là, pour le coup, je dois admettre que c'était... Bah, j'avais la pression quand même, parce que c'est même parce que je suis comme ça en disant il est hors de question que je me dis pas oh là là, mais si tu ne mets pas de texte, si tu proposes rien, que tu fais n'importe quoi, enfin, c'est super grave quoi. Donc il y avait quand même cette pression-là. Et puis pour répondre à ce que disait Régis tout à l'heure, c'est ce souci. Alors j'écris de la science-fiction et c'est vrai que j'en écris depuis un moment, il y a des codes, il y a des choses, mais j'ai toujours ce souci quand même. D'attraper un peu, de faire rentrer un peu, d'avoir une marge pour les personnes qui... je dis une marche, je suis très fatiguée. Donc une petite marche quand même d'accès pour des personnes qui ne sont pas familières des thèmes de la science-fiction. Enfin, j'ai vraiment ce souci-là, je ne sais pas si ça se ressent, mais je l'ai. Voilà pour la première nouvelle. Oui. Après, Dans quel ordre on fait? à toi de voir. Bah, Catherine, qui peut-être, on va veut? dire voilà, parce que Voilà. comme c'était l'une des premières, en fait, je sais pas si la première arrivée c'est la sienne ou celle de Vincent, mais c'était en tout cas les deux premières. Donc c'est à moi? Oui. Bon, déjà, désolé du retard. Hein. C'est la réunion parents d'élèves. Alors moi, effectivement, Ariel est venue me voir en me disant écris ce que tu veux sur la solidarité. Et alors, j'ai décidé de mettre en scène globalement à peu près le monde dans lequel on vit plus de 20 ans. Donc il fait un peu beaucoup plus chaud. Hein. L'été, on va griller à la Baule. On ne descend plus jamais à Marseille parce que c'est invivable. Et quand on veut un temps doux, on va dans les Hébrides. Il y a des beaux hôtels avec des Hébrides, vous voyez, c'est le nord de l'Écosse. Donc j'ai, bon, évidemment, une grande précarité. Tout le monde vit dans sa petite bulle numérique, parce qu'on a tous des lunettes VR et on vit dans un petit cocon. Alors on rajoute un petit peu de lumière, un petit fond de jazz pour échapper à la cruauté du vrai monde. Et dans ce monde qui est tout juste d'anticipation, j'ai mis en scène ce que je vis au quotidien. Parce que moi j'habite à Porte de Montreuil, où il y a un marché aux puces de 700 personnes, autour un marché à la sauvette de 4000 personnes, et là-dedans, toutes les problématiques de gens dans une extrême pauvreté qui se tapent dessus, parce que quand on est très pauvre, ça rend pas forcément calme. Donc avec des Roms qui se tapent dessus avec des Mongols, enfin bon, bref. Et quand je raconte des histoires, personne ne me croit. Alors, parce que moi j'habite dans le 93 et je travaille dans le 93. En général, il se passe des trucs là. Moi, les gens du 93 m'ont dit va pas raconter ça à l'extérieur, les gens ne comprendront pas. Et effectivement, quand je raconte, personne ne me croit. Alors, j'ai décidé de mettre ça en scène, mais alors j'ai remplacé Porte de Montreuil par Porte de Saint-Ouen et Rome par Kalmouk, je crois, ou Trace. Mais c'est tout. Donc, c'est une nouvelle en fait qui n'est pas du tout de science-fiction. Tout ce qui est là-dedans arrive et est arrivé. Et voilà. Alors moi, j'avais une question, tu n'avais pas de thème, c'était juste la solidarité. Non, il y avait un petit pitch, quand même. Oui. Ben, la solidarité, il y avait quelqu'un qui avait dit une phrase très juste, il y a des choses qui sont indispensables, si on les a pas on crève, et d'autres qui sont pas indispensables, et si on les a pas c'est pas grave. Et la solidarité fait partie des choses, si on les a pas on crève. Et on est effectivement dans une population où sans solidarité tout le monde est mort, mais de faim, hein, par terre là, ils ont faim tout de suite. Donc il y a une récupération par les habitants des friches. Et, pour planter des légumes pour les Roms notamment, qui sont les derniers arrivants, toujours les plus mal lotis, puissent manger tous les jours. Mais vous ne pouvez pas, parce que la terre est totalement pourrie. Hein. C'est la terre de Remblai, puisqu'à une époque, c'est de quoi là, la banlieue est, c'était maraîcher. Et la terre arable, très bonne, a été vendue sac par sac en tant que terreau. Et il n'en reste rien, il ne reste que de la terre de Remblai. Donc ce que vous faites, vous mettez une couche de carton, une couche de déchets bruns, une couche de déchets verts,
du terreau, une couche de carton, vous faites ça 3 fois. Après, vous pouvez planter ce que vous voulez, vous avez des courges comme ça. Et donc, il y a des jardins partagés partout qui sont là, effectivement. Alors, quand on veut les vendre, on dit oui, alors ça permet les abeilles, les mammifères, c'est charmant, et puis les enfants, ils peuvent aller se voir. C'est pour que les gens vivent. Et sans solidarité, il y aurait des morts, et comme il y a de la solidarité, il n'y a pas de mort, ce qui n'empêche pas qu'il y a aussi de sévères explications, puisque ce sont des lieux où il n'y a pas de marée chaussée, enfin, il n'y a pas, parce que c'est tous comme ça, moi j'habite dans une ville, 30 000 habitants, en 93, il n'y a pas de commissariat, enfin, pas démerdé. Donc on se démerde, donc quelquefois, et bon, c'est pas tendre, mais ça fonctionne. Et c'est ce milieu très particulier qui est vraiment aux portes de Paris, mais qui a ses lois particulières que j'ai voulu décrire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, des fois, on m'a dit que j'avais écrit une nouvelle d'extrême droite, puisque je décris des pauvres qui ne sont pas toujours gentils. Et donc ça a été drôlement bien parce que j'ai pu, grâce à Ariel, exprimer ce truc-là qui est quelque chose qui me travaille, ça me fait du bien de le mettre en mots. Et puis, puis après, par contre, j'avais fait une tartine. Alors, Ariel m'a douché en disant ah, 30 000 ici. Non, l'argent est rentré. T'as le bourreau, là. Il y a Et que moi voilà. qui ai eu de la liberté. Toi, t'as pas fait trop plus. Mais bon, ouais, pardon. Voilà. Et donc, voilà, et j'ai repris globalement cette nouvelle sous le nom de l'arithmétique terrible de la misère. Hein. La misère est terrible parce qu'elle vous oblige à être comme elle, c'est-à-dire terrible. Et j'en ai fait, c'est la nouvelle éponyme de recueil de nouvelles que j'ai sorti. Donc c'est une nouvelle qui est un peu une pierre blanche dans mon parcours de nouvelliste. Voilà. Très bien. Merci. Ouais, merci. C'est tout plaisir pour moi. Peut-être que Audrey, tu peux, hein, puisque là, toi, tu es parmi les 4 autrices ou auteurs qui ont réellement écrit pour, voilà, qui n'ont pas repris des nouvelles qu'ils avaient déjà écrites. Oui, parce que moi j'avais déjà écrit dans Par-delà l'horizon, une anthologie qui est sortie chez ActuSF également, et que Ariel Kirou avait post-facé, pas préfacé, mais post-facé. Et donc voilà, j'étais invitée à celle-ci, je crois, en octobre-novembre, je vais un peu récupérer, pour envoyer une nouvelle début janvier. Donc aussi très rare, voilà, Ouais. que j'ai commencé à écrire donc fin décembre. De toute façon, j'écris bien mieux sous l'urgence, donc j'attends toujours le dernier moment. Il y a des éditeurs qui attendent depuis 3 ans qui ne mettent pas de deadline, donc il faudrait qu'ils... Voilà. S'ils nous écoutent. Si nous ne m'en donnez toujours pas. Donc voilà, et puis donc il fallait que ce soit sur la solidarité, et je devais également donner mon petit pitch pour que ce soit validé. Mais j'ai eu la chance de pouvoir lire certaines nouvelles qui étaient parues dans la revue en fait. Donc j'avais déjà vu un peu les sujets qui avaient été traités. Et pour ma nouvelle en fait qui s'appelle Entrer en résonance, moi je suis partie, puisqu'il fallait parler de solidarité, je suis partie sur les mondes parallèles. Parce que aussi, voilà, ça marchait très bien. En fait, j'essayais de... Enfin moi je travaillais dans la solidarité pendant plusieurs années, je travaillais dans le social encore, mais je travaillais en humanitaire aussi sur le terrain, et j'essayais de trouver un peu c'était quoi un peu pas la leçon, la quintessence de ce que j'avais pu apprendre, mais il y avait quand même toutes ces rencontres que j'avais faites avec des personnes SDF, des personnes en grande précarité, des femmes prostituées. Je travaillais à Châtelet-Léal, donc c'était un peu le lieu, voilà, toutes ces rencontres-là. Et ce que j'avais retiré, c'était qu'il y avait cette question que les rencontres, en fait, justement, parfois, sont entre aidés et aidants, sont vraiment pas ce qu'on pense. Il y a vraiment des personnes... j'ai vu des personnes de la rue avoir des mots très, très forts et très beaux envers certains travailleurs sociaux qui, en fait, c'était plutôt les personnes accueillies qui aidaient les travailleurs sociaux des fois. Il y avait des très beaux échanges. J'ai vu des personnes s'aider entre elles alors qu'elles étaient toutes dans des situations plus terribles les unes que les autres. Et puis, voilà, je me souviens, il y avait des situations où, par exemple, j'avais une étudiante en psy qui discutait avec une dame SDF et qui, au bout de quelques mois, s'est rendu compte que cette dame SDF, en fait, était psychiatre, en fait, avait eu un parcours
de vie où elle avait eu des grandes responsabilités, publié des articles, etc. Et en fait, c'était dit, mais en fait, ça peut m'arriver à moi, ça lui arrivait à elle, il n'y avait pas de jugement à avoir, c'est pas que cette personne avait fait les mauvais choix, et qu'elle avait fait les bons choix, c'était juste les configurations de la vie qui étaient arrivées comme ça. Et donc j'ai mis ça en scène dans ma nouvelle sur des mondes parallèles où effectivement, enfin des mondes divergents plus précisément. J'ai validé mon pitch avec un physicien quantique. Voilà. Parce que fallait que ça marche. Et c'était voilà, pour montrer cette multitude de configurations en fait en fonction des choix qu'on fait dans notre vie ou des non-choix ou des aléas, du hasard, des rencontres. Et de toutes ces versions de nous qui peuvent exister, où on est aidant, aidé, paumé, seul, accompagné, enfin, toutes ces configurations. Juste ajouter, moi j'ai vraiment été épaté par ta nouvelle, et je pense que vraiment ça mériterait que tu l'amplifies, elle est très réussie en soi, mais il y aurait matière. Pourquoi vouloir toujours amplifier les choses? Les petits bijoux, c'est magnifique. Oui, mais il y a pas que le roman dans la vie, c'est joli. il y a matière à un merveilleux comique. Je le pense vraiment. C'est vrai que c'était une nouvelle, d'habitude dans une nouvelle on va avoir 2-3 personnages principaux. Là j'avais entre 8 et 10 personnages dans notre monde. Et après mon personnage principal avait environ quelques dizaines d'elles-mêmes dans les mondes parallèles, donc ça pouvait monter à bien. Oui, tu peux faire une Et saga je infinie. fais moi 30 Il a fallu tenir tout le monde, donc tous mes personnages, voilà, parce qu'il y en avait Je comprends mieux. beaucoup. Oui. C'est sûr que il y a deux nouvelles un peu plus longues dans le recueil, en fait. Hein. Il y a celle d'Audrey qui est plus longue, parce que c'était plus facile dans un bouquin que dans une revue avec une validation très serrée. Donc elle a eu un privilège. Et vu le sujet qu'elle avait choisi, je me suis dit, tant mieux, parce que ça aurait été plus compliqué en enlevant Simultine. Voilà. Et après, il y a la nouvelle de Norbert Marjanian, en fait, donc, qui s'appelle de nos corps inveillés. Oui, elle est magnifique son titre. Voilà, son titre est. Voilà. Voilà. De nos corps inveillés viendra la vie éternelle. La vie éternelle, et en fait, ce qui était assez amusant, parce que c'est encore un autre cas de figure, c'est que. Je vais rappeler l'anecdote, parce qu'elle m'amuse, mais c'est que. Il a fait cette nouvelle, et dans une discussion, en fait, on était ensemble pour un événement avec évidemment Alain Damasio, dont il était la star, et donc à un moment donné, je discute avec lui, je me dis, mais je comprends pas. Mathias Echnet de la Volt, il fait un sauf qui peut demain la santé, tu as été dans demain le travail, et tu n'as pas proposé ta nouvelle, en fait. Et donc j'en ai parlé à Mathias, à Norbert, et c'est la seule des nouvelles de Sauf qui peut, où visiblement, voilà, mon intercession a permis en fait après j'ai pas vu du tout en fait, c'est leur vie, c'est pas la mienne. Mais et donc j'avais pas du tout percuté, sauf quand j'ai vu en fait le bouquin Sauf qui peut la santé, qu'il l'avait considérablement augmenté. C'est-à-dire que là pour le coup, elle était passée de 24 000 signes à peu près à 55 000, un truc comme ça. Et donc c'est là. Et donc quand je lui ai demandé pour le recueil qu'on veut faire. Le principe, c'est qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu prends la nouvelle d'origine qu'on avait fait, et que tu peux reprendre un petit peu si tu as envie, ou est-ce que tu préfères prendre celle de la Volt si la Volt est d'accord? Et il a choisi de prendre celle donc, de la Volt, il a relu une fois, il a fait 2-3 petites corrections, et puis voilà. Et donc Mathias Echnet est très content aussi, tout va bien, et donc c'est la seule nouvelle. En fait, il y a deux nouvelles qui ont été rééditées derrière de manière assez différente, qui étaient celle de Catherine et celle de Norbert. Mais toutes les autres sont totalement inédites en fait en termes de publication. Et 10 autres. Non, mais elle était inédite. Hein. Et 12 autres. Oui, inédites, ouais. La mienne, elle était inédite. Non, mais non, celle-là, en fait, dans le bouquin. Voilà. Parce que j'avais écrit Ah oui, dans la revue. Hein, et Ouais. puis après, j'étais obligée de la prendre. Oui, tout à fait. Ouais. Au Régis. Oui, non, parce je vais que laisser la parole à Vincent, tiens. Je vais apprendre après. Allez, Vincent. Vincent. Allons, Et après, vous allez vous déchanger. Voilà, et après, on va. Oui, mais donc Vincent. Donc Vincent, c'est. Alors, pour lancer quand même lancer la discussion, quand même, c'est. Vincent, il y a une particularité, c'est qu'on a été ensemble journalistes. Dans le magazine actuel. En fait. Donc on était jeunes journalistes, hein, on en parlait en arrivant. On a été réunis ensemble par
Jean-François Bizot, donc, avec une série de jeunes journalistes. Il nous a mis entre les pattes 7 numéros d'Actuel et il nous a dit dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Et on s'est connus donc au magazine Actuel, puisqu'après on s'est retrouvés tous les deux journalistes dans ce magazine, donc jeunes journalistes, puisqu'on nous a apporté de la jeunesse à ce magazine à l'époque. C'était un magazine de jeunes déjà. Oui, donc voilà, déjà, ouais. Voilà. Et donc après, en fait, Vincent, lui, il a eu une vraie carrière d'écrivain, puisque tu as écrit combien de romans? Une douzaine. Une douzaine, voilà. Donc, dont Un ruban noir qui était ton premier, en fait, Ouais. autour de la musique et La musique techno, oui. à l'époque. Et puis après, toute une série de livres, dont beaucoup sur la musique. En fait. Beaucoup sur la musique et Des quelques-uns essais, que... non Pardon? Des essais. Non, que des Si, romans. des essais sur l'opéra, sur les petites fantaisies qui me tarabustent. Et puis, mais j'ai toujours eu quand même une veine de science-fiction, un intérêt à... Moi, je pense que en train de me remémorer ça tout à l'heure, je pense que les premiers ouvrages que j'ai lus, après le Club des 5, c'était Jules Verne. Donc je pense que ça influe beaucoup quand même sur l'imaginaire, sur l'imagination et sur l'envie de créer des mondes et d'inventer des mondes. Oui, voilà, et quand on discute ensemble, il y a une chose qui nous surprend, c'est que malheureusement, c'est très difficile quand on est dans une case en fait en France, en tant qu'écrivain, d'en sortir. Et ton seul roman qui était proche de la science-fiction, qui s'appelait donc Fraternel, voilà, Fraternel, a pas du tout fonctionné, quoi, pas du tout, en tout cas pas trouvé de public en fait. Non, un énorme travail pour rien, pour 800 exemplaires. Voilà. Et donc, alors que Antoine et Isabelle, par exemple, a très bien marché, et elle a été nominée pour le Goncourt. Donc voilà, donc ça pour dire que... Et donc, c'est une particularité française, c'est une fois qu'on est... Il faut déjà trouver un tiroir, enfin, on n'a pas envie de trouver un tiroir, mais on vous trouve un tiroir, on vous met dans le tiroir, on vous enferme dans le tiroir et surtout vous n'en sortez pas. Ça, c'est une particularité stylistique intellectuelle de ce pays, donc voilà, le grand mystère est lucide. Voilà, et pour dire 2 mots de ta nouvelle, pour que tu puisses en parler, le paradoxe, c'est que en demandant à Catherine une nouvelle, j'étais certain d'avoir vraiment de la science-fiction, et en demandant à Vincent, je me suis dit que j'aurais peut-être des trucs assez ancrés dans le réel, et de toute façon la science-fiction est ancrée dans le réel, quoi qu'il arrive, de toute façon, contrairement à ce qu'on imagine. L'imaginaire et le réel font partie d'une même... et donc, mon a priori, ce qui était assez drôle, c'est que, pour le coup, tu as fait vraiment un texte de pure science-fiction. L'enfant de thérapie, c'est vraiment... Voilà, c'est de la pure science-fiction. C'est tellement de la science-fiction que je dois vous avouer quelque chose, c'est que j'ai du mal, je ne sais plus exactement de quoi traite la nouvelle. Mais on va passer. Il y a un vaisseau. Non, je sais qu'il y a Il y a- un vaisseau spatial, je sais qu'il y a Un un vaisseau disque sans dur, pion aussi. et je sais aussi qu'il y a une intelligence artificielle, qu'il y a une société qui est aussi extrêmement réchauffée et surtout extrêmement clivée entre des très très riches et puis une multitude de gens qui l'ont vraiment... Parce que le cheminement en fait de cette nouvelle, moi j'avais beaucoup travaillé pour Ariel et pour Solidaron, mais ça a été de travailler sur la médecine. Moi j'avais un peu... je devais porter la croix médicale. du cancer, du sida, etc. Donc c'est toujours des sujets qui sont évidemment très rudes à porter. Et j'ai eu envie de les mettre en scène en imaginant un peu quelle pourrait être la, entre guillemets, sécurité sociale de demain et ce dans quoi on est en train de rentrer avec le dossier médical partagé, aussi avec le risque des données qui sont partagées, à qui va les numériser, qui peut les monétiser, etc. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à imaginer une espèce de super intelligence artificielle qui permet de récupérer les données biologiques de tout un chacun, tout en sachant que on monnaie tout ça et que plus on donne de ces données, plus on avance en possibilité d'avoir de super opérations, de super implants. Et il y a un peu de transhumanisme aussi là-dedans. Moi, j'aurais été un peu critique et un peu amusé par rapport à ça. Donc, si vous voulez, c'est une nouvelle qui est entre fascination et répulsion pour cette éventuelle évolution d'un être humain augmenté et surtout super monétisé. Très bien. Écoute, Je crois que c'est ça. Hein. c'est ça, oui, tout à fait. Je me rappelle un peu. Et tu avais l'habitude du format nouvelle?
J'ai envie de dire oui, parce que avec Ariel, en ayant travaillé à Actuel, qui était une presse d'un autre siècle, j'ai l'impression qu'on parle du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on avait la possibilité merveilleuse de pouvoir écrire des articles. Jean-François Bizot vous demandait, bon, tu vas suivre la grève des infirmières à Bichat, c'est ce que j'avais fait, et tu me rends 30 pages. On faisait quand même des articles qui étaient, mais c'était des petits romans quand même, on avait vraiment des nouvelles à écrire. Parce qu'on était dans une conception de la presse qui était plus proche d'Albert Londres ou de Kessel. Donc on avait le temps, on avait à la fois, ce qui était génial, je pensais aussi ça, l'art de la nouvelle, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir beaucoup d'espace, enfin, voilà, un grand espace dans un nombre de signes relativement restreint. Donc de cette équation naît aussi l'excitation de l'écriture, condenser, ouvrir, condenser, ouvrir. Donc c'est l'habitude de la nouvelle, elle a été prise actuelle en fait. Et en même temps, après, il y a beaucoup de frustration, c'est pour ça qu'on devient romancier, parce qu'on en veut encore plus, on va en mettre encore plus, donc on fait des gros livres, hein, que personne ne lit. Et en ayant le regret des nouvelles dans un journal qui, par contre, là, on avait beaucoup de lecteurs. Oui, il y en avait plus que... Il y avait plus que ce qu'on rencontre un auteur aujourd'hui, c'est sûr. Super. Bon, et Régis, peut-être pour terminer hein, Chaise musicale. Voilà. C'était pas prévu, hein, Éléonore. C'est une pure improvisation. Je tiens à dire que j'ai lu Fraternelle et que c'est un super roman que j'ai dévoré. C'est épais, mais ça se dévore tout seul. Fraternelle de Vincent Borel chez Sabine Wiesweiser. C'est comme ça qu'on dit. Qui est pour l'acte sud. Ouais. Et puis moi, j'ai écrit une nouvelle. Affection. J'ai écrit une nouvelle, c'est de la rigolade. Quoi. On rigole. Je ne sais pas trop comment dire. Ça a été très amusant à écrire parce que ce sont des dialogues. Enfin, ce sont des personnages. Enfin, Tu rappelles? l'affection, ça s'appelle. L'affection au double sens du terme, c'est au sens de l'affection qu'on peut avoir pour les gens et l'affection au sens de maladie, évidemment. J'étais très content de ce jeu de mots qu'on a dû trouver ensemble, je pense, avec Ariel. Et la nouvelle est une idée assez classique, hein, c'est pas une grande invention, donc c'est juste une sorte de virus qui, on bricole un peu de la science-fiction, donc, qui produit une augmentation de l'ocytocine dans le corps humain et donc qui fait que les gens sont comme s'ils avaient pris de la MDMA tout le temps ou s'ils étaient sous CBD et donc tout le monde devient beaucoup plus cool et c'est un virus. Alors évidemment les entreprises n'aiment pas ça parce que ça fait baisser la productivité et donc c'est l'idée de mettre en scène petit à petit la diffusion de ce virus. Et le grand plaisir a été pour moi de travailler l'écriture, les personnages parlent, c'est comme si c'était des interviews. Et tout le défi était de trouver pour chacun des personnages qui parlent en alternance une voix et qui fait qu'on arrive à tout de suite reconnaître, pour trouver tout de suite la voix du personnage, même si on a oublié son prénom, etc. Donc c'était très amusant à écrire en 3 jours. C'est super sympa, puisque mon texte avait été ma première proposition avait été refusée, que j'avais dû écrire, mais ça a été très agréable. Après la question mais ça c'est peut-être toi Ariel qui peut répondre, moi j'ai pas lu toutes les nouvelles, j'en ai lu au moins une dizaine, mais pas toutes. La question c'est qu'est-ce qui se dégage finalement de cette rencontre entre ce thème-là de la science-fiction et ce thème de la solidarité. Est-ce qu'on a réussi à réinventer un peu le moment, je veux juste poser une question. T'as fait quoi du premier texte? Je comptais en faire un roman et je me suis lancé dans une aventure syndicale et donc j'ai fait du syndicalisme et je n'ai pas pu écrire mon roman. Voilà, grave erreur. Je tiens à mentionner que cette nouvelle elle est super. J'ai totalement spoilé, c'est en fait tout d'un coup, cette facteur un virus devenait sympa. Et c'est l'enfer. Vous pouvez plus arnaquer les gens, vous pouvez plus vous conduire comme une ordure, enfin, c'est la catastrophe. C'est l'ennui quoi. Mais non, mais toutes les boîtes, elles font plus du bénéfice, hein. C'est la fin du capitalisme, c'est la fin du monde. Je trouvais ça génial. Alors, cela dit, moi je peux quand même, faut rendre à César ce qui est à César. L'idée est pompée sur une série canadienne qui s'appelait Regenesis,
Et en fin de saison 4, je ne sais pas si les gens se souviennent de cette série qui était extraordinaire, qui était une série consacrée à un laboratoire. C'était les experts les experts luttent contre la variole, la grippe espagnole. Et là, en fin de 4e saison, un des personnages les plus attachants, qui est un personnage d'autiste, mais un des premiers qu'on voyait à la télé, depuis c'est devenu malheureusement enfin c'est commun. Et à la toute dernière saison, il se retrouvait porteur de ce virus. Je suis souvenu après. Et pour être encore plus précis, avant même cette série, il y a un roman de John Brunner, qui est un roman plutôt de série B de John Brunner, qui s'appelle Virus, qui est très exactement sur cette logique thématique, c'est-à-dire en fait c'est un virus qui rend les gens, alors peut-être pas empathiques, mais totalement moins cons, qui sont plus racistes, etc. Et donc c'est un roman des années 70 en fait, qui existe en poche. Et que j'ai peut-être lu également. Voilà, je sais pas, en tout cas, c'est de John Brunner qui est... Il n'y a pas la muse qui vient te dire j'ai une idée que personne n'a jamais eue. Les idées sont libres de parcours comme les virus. Il y a pas un roman de Poul Anderson comme ça où en fait tout d'un coup, ouais, la Terre passe dans un champ quelconque et tout le monde devient hyper intelligent. Donc il y a un type normal, un chercheur, qui devient mais super génial, et son épouse qui elle arrête d'être complètement stupide. Elle arrive à conduire la voiture. En fait. Il n'y a pas un roman d'un auteur français, je sais plus, c'est Arjavel ou Gary, où il découvre une molécule, la molécule de l'amour, parce qu'ils prennent les races de chiens les plus loyales et aimantes, et ils trouvent un peu la love molécule, et ils la diffusent dans l'humanité. Ça fait des gens. Ça fait très bon. C'est un petit roman, et les gens deviennent extrêmement gentils, et un des personnages est immunisé, donc il reste un peu seul à voir tout le monde un peu dans le pays des bisounours, lui, qu'est-ce qui se passe. Et puis il y a ça, je crois que c'est des J'ai bien fait de pas dire mon roman. Oui, donc là, on parle de gentillesse et justement, ça me fait un peu rebondir. On a parlé beaucoup de la solidarité au moment du Covid, les gens étaient solidaires et tout ça. Malgré tout, si on regarde la question du métro et du port du masque, un des rares endroits où les gens qui sont immunodéprimés peuvent difficilement s'en passer complètement, on sent bien que le port du masque est pour beaucoup uniquement porté s'ils sont obligés, parce qu'ils risquent de se prendre une amende, et pas pour être solidaires des autres. Dans ce monde où on a quand même une grosse impression de mépris de l'autre que je trouve assez régulière, est-ce que le concept de solidarité n'est pas une utopie, ou en tout cas une forme de solidarité où il n'y aurait pas de contrainte? Parce que là on a quand même plusieurs nouvelles où on sent bien qu'il y a solidarité parce qu'il y a contrainte, pas quelque chose, sauf quand c'est une maladie, mais c'est... Voilà. Est-ce que c'est pas plutôt le métro et les transports en commun qui révèlent ce qu'il y a de pire dans les gens? C'est possible aussi. C'est possible aussi, mais voilà, je me pose un peu la question. La solidarité, moi c'est un thème que je travaille assez souvent, alors pas dans mon écriture de science-fiction, mais plutôt dans mon travail de psychologue clinicienne, où je travaille avec des personnes âgées en dépression. Et c'est un lieu où s'affrontent des visions un peu divergentes de qu'est-ce que c'est être bien. Voilà. On travaille beaucoup la notion d'autonomie. Voilà, il faut que les personnes, quand elles repartent de notre état de jour, elles soient autonomes. Quand elles sont suivies par moi en individuel, on démonte un peu cette histoire d'autonomie qui repose sur des compétences individuelles, alors que quand les personnes âgées deviennent dépendantes, elles vivent très très fort finalement cette idée d'être en lien avec les autres en permanence et plutôt l'interdépendance que la solidarité, mais finalement ça va avec. Et en fait, c'est plus un travail sur les termes qu'on emploie et les valeurs qu'on met en avant que sur la réalité des choses. Donc quand on le démonte, on va vraiment sur les choses basiques. Est-ce que vous savez faire votre pain vous-même?
Est-ce que quand vous étiez autonome, vous faisiez votre pain vous-même? Non. Donc peut-être que... Alors j'ai pris l'exemple du pain, donc je pense au Covid où on s'est tous mis. Bien sûr, le temps. Ou ils se sont tous mis. Moi j'ai fait que des masques, j'ai pas fait de pain. Si ça avait duré, j'aurais peut-être fini par en faire. Et enfin voilà, cette idée qu'il y a un discours sur la solidarité, sur l'autonomie, l'individu qui doit s'en sortir tout seul. Et quand on regarde dans les faits, il n'y a personne qui s'en sort tout seul. Il va y avoir une grosse différence entre une personne qui n'a plus sa famille et quelqu'un qui a encore sa famille avec la même pathologie, avec les mêmes éléments. Donc je pense que notre rôle, nous qui écrivons de la science-fiction, c'est aussi ce travail sur les mots, sur redonner un peu de sens à des mots qui n'ont pas disparu, les concepts n'ont pas disparu non plus, mais voilà, un peu contrebalancer cette façon de se faire croire qu'il y aurait des personnes totalement autonomes, qui n'ont besoin de personne et qui s'en sortent seuls, des héros du quotidien qui n'existent pas. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je préfère le mot interdépendance. Je pense que la logique de l'interdépendance est plus intéressante que la logique de l'autonomie en fait. Après en fait, sur la question de la solidarité, c'est vrai que c'est un mot qui devient nous valise. Donc c'est un peu comme la démocratie en fait, hein, ou la justice, ça n'existe pas. La solidarité, la fraternité, ça n'existe pas. Ça consiste. Comme disait Bernard Stiegler. Ça consiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est très intéressant, c'est que ça veut dire que du jour où on croit l'avoir atteint, c'est qu'on n'y est plus. Du jour où voilà, donc c'est une tension. Et comment on fait pour être plus solidaire, plus attentionné qu'on ne l'est, en fait, hein, parce qu'on n'est pas toujours. C'est un euphémisme. Donc voilà, et donc c'est une tension. Et c'est ça qu'on raconte. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans les nouvelles, il y en a certaines qu'on est dégoûtées où c'est une contrainte, parce que c'est un service civique universel, c'est la nouvelle de les Chevaliers. Et puis il y a des textes, comme par exemple celui de Sabrina Calvo, même celui de Bernard Jamian, c'est quand même pas rose. Quoi. Le monde dans lequel s'inscrivent ces deux nouvelles, c'est une dystopie. C'est vraiment on est quand même dans quelque chose qui est... Et il y a quelques personnages qui sont plutôt en quête d'autre chose, en fait, hein. Et ça correspond. Hein. Moi, c'est vrai qu'avant le Covid, je faisais pas gaffe du tout. Ce matin, avant de déjeuner avec Philippe Pirval, j'ai fait un autotest. Jamais j'aurais fait un truc pareil. Parce que j'avais venu ce soir, et je voyais Philippe Pirval qui est âgé, qui a eu un petit souci de santé là. Donc, voilà, j'ai fait un autotest, et je pense que c'est quelque chose pour moi, comme on avait les mains tout le temps, c'était de la science-fiction. Voilà. Plus maintenant. Voilà. Oui, c'est... Non mais tout le temps, quoi. On s'entend du métro. On sort du métro, on a fait, c'est La contrainte est nécessaire quand on posait la solidarité. Pour l'exemple, je pense à travers le métro, il y a, je crois, une loi dans Paris, vous pouvez connaître ça, qui impose que tous les magasins soient accessibles aux personnes handicapées. Et donc, ça demande de refaire les peintures. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant, ça coûte cher aux commerçants, et en même temps, c'est une loi qui, quand dans 10 ans, toutes les boutiques le seront vraiment, et il y aura encore énormément d'obstacles, ça sera un progrès. Et l'ensemble des solidarités, on voit bien qu'elles ne peuvent s'imposer dans la société qu'à partir d'une contrainte forte. Si on laisse faire le marché, évidemment, toutes ces solidarités disparaissent immédiatement. Il faut une loi pour imposer. Donc à la fois des gens portent le masque pour protéger les autres, et uniquement parce que par peur de l'amende, mais c'est ça aussi, et cette peur de l'amende est nécessaire. Comme pour les Après, il y a des on pourrait quand même avoir un gouvernement qui prend les gens. Non, mais oui, on est mal barré. Mais on prend les gens comme des gens intelligents, c'est-à-dire que plutôt qu'infantilisés. Oui, bien sûr. Après, on pourrait avoir une logique de dire peut-être que demain, avec en plus ce qui nous attend avec le réchauffement climatique, les enjeux seraient au maximum de jouer sur la responsabilité des personnes. Bon, et ça supposerait un type de discours qui absolument pas celui qui est tenu, qui est celui du bâton, qui est celui de un pampan cucu, quoi. C'est quand même le mode de gouvernance
majoritaire aujourd'hui, depuis un moment d'ailleurs, hein, c'est Pampan Cucu quand même en fait. Hein, et je me dis que, parce qu'au fond, on a autant de couacs lorsqu'on fait Pampan Cucu que lorsqu'on ne fait pas Pampan Cucu. Donc pourquoi ne pas prendre les gens pour des gens responsables voilà, parce que ce qui est important, c'est pas porter le masque, c'est d'être responsable. Quel que soit, chacun peut l'être de manière différente. Hein, on se retrouve à un endroit où il y a du monde, on met le masque, on est seul dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre un masque quand on est seul dans la rue? C'est totalement absurde. Je crois que c'est une question de. On est accablé de responsabilité. Par exemple, ici, c'est un événement public, il n'y a pas de traduction en langue des signes, c'est critère. Et ben voilà, il n'y en a pas parce qu'on avait poussé, parce qu'on a commandé, parce qu'on a le temps, parce que les signes ne pas évidemment. Et voilà, donc je sais que quand le masque et puis la vaccination ont été imposés, il y a plein de gens qui se sont dit ah bon sang, je vais y aller, ils ne le faisaient pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils sont responsables, mais parce qu'ils pensaient, je sais rien, moi, à leurs impôts, et puis en plus on fait quoi les enfants, comment on va s'en sortir avec la pédagogie. Et il y a un moment, effectivement, le fait de risquer de perdre 135 € nous fait passer ça sur la pile de l'urgence. Un peu désolant, mais voilà, parce qu'il y a énormément d'aménagements à faire pour que le monde convienne à tout le monde. Et donc les On 14 est nouvelles, des humains et on a 24 heures de vie. et donc, les 14 nouvelles ne sont pas du tout dans une logique de bisounours. Elles sont, en revanche, elles se posent réellement dans cette tension, et chacune des nouvelles est au fond un endroit différent de cette tension, et avec un regard, une vision différente de cette tension vers plus de fraternité, plus de solidarité, c'est le mot qu'on utilise, mais ça se fait. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? N'ayez pas peur, il vous mangera. J'aimerais bien ajouter quelque chose sur la solidarité, quand Catherine parlait de. Je sais pas de quoi tu parlais, oui, de la langue des signes, c'est ça qui m'a interpellé, la langue des signes. Bien souvent, on a des manifestations de la solidarité qui vont être un égoïsme élargi. C'est moi et mes proches, moi et mes pareils, moi et voilà. Qui est un début, et qui est plutôt pas mal et qui est à encourager, mais là je pense à un livre qui m'a un peu bouleversée quand je l'ai lu, qui s'appelle Nos existences valides de Zig Blanquer, qui est sorti chez Monstrographe. Donc Zig est quelqu'un qui est tétraplégique et qui en fait le bouquin c'est un assemblage de différents textes, notamment des articles, et ce qui en ressort c'est finalement quelque chose de très bête, mais oui, les personnes handicapées ne sont pas juste des handicaps avec peut-être une personne derrière. En fait. Une réflexion vraiment très forte avec des mots justes sur on est des gens. On est des gens, on fait des choses, et puis on a parfois une perception un peu différente de tout un tas de choses qui sont quotidiennes. Et il y a cette notion de normalité multiple qui m'a vraiment secouée. Voilà. Est-ce qu'on est sur une norme? Et après, je pensais aussi à tes rambardes. Est-ce qu'on fait nos trucs et puis après on se dit ah zut, on a encore oublié les handis. Bon ben allez, on s'y remet et ça coûte cher et c'est pas terrible. Ou est-ce qu'on se dit ben en fait mon voisin, mon frère, mon cousin a cette particularité, ça serait vachement bien s'il pouvait participer. Si mon voisin en fauteuil pouvait aller en boîte de nuit aussi. De considérer qu'en fait, il n'y a pas un dedans la société et dehors la société, et puis allez, de temps en temps, on va les laisser entrer, de se dire ces personnes font partie avec leurs caractéristiques de ce qu'est notre monde, et on y pense en priorité. Avant, alors on n'est plus dans un avant, donc il y a des choses à revoir, mais en tout cas, ce bouquin m'a vraiment soufflé dans cette idée de ce qu'est le validisme un peu. On a beau avoir de bons sentiments, moi il a fallu que je me pète un genou pour me poser la question du fait qu'il n'y ait qu'une ligne de métro accessible dans Paris. Et je ne sais pas ce que c'est être invalide en permanence, parce que je savais que c'était entre 1 mois et 3 mois et que ça allait s'arrêter. Mais enfin voilà, ce genre de considération, de solidarité, je pense que ça commence par des réflexions sur notre humanité. Qui en fait partie, qui est pris en compte et qui n'est pas pris en compte. On a besoin pour tout le
oui, la question de l'égoïsme élargi, il y a quelque chose c'est ça. aussi. L'égoïsme élargi, c'est une réponse. Tu mettras Katy Stewart. Ouais. Non, mais c'est un. Je pense que Ça, c'est le mort. Oui, c'est le mort en kilomètres. Mais le. Et pas que, enfin, il y a la question de la ressemblance aussi. Mais le Katy Stewart. C'est le signe. Mais le. Avec un D. Mais je pense que. Si, ouais. Mais ceci dit, je trouve intéressant de remettre ce type de travail en fait dans une petite perspective. Je parlais tout à l'heure de ce type de demain la santé, de demain le travail, donc on va les actifs demain le travail de la VOLT. On pourrait citer aussi le livre Nos futurs autour du réchauffement climatique et développement durable. Et d'ailleurs, Catherine a signé un texte, ou Robin, celui-là. Donc, elle a signé un texte donc, dans des duos, un chercheur et puis un science-fiction. Je crois qu'il y a une. Quand la VOLT a fait le bal des actifs, je sais que ça n'a pas été si facile que ça par rapport à certains auteurs. Et ce que je trouve assez intéressant, parce que c'est un vrai questionnement. On sait où amener la notion d'art engagé et d'œuvre engagée, littérature engagée. Au bout d'un moment, dans les années 70, il y avait les oppositions. André Von d'un côté, et puis les gens qui faisaient de la littérature engagée. André Von était plutôt engagé, mais disaient mais non, c'est pas de la littérature. Et donc les gens qui faisaient la littérature dite engagée dans les années 70, dans le monde de la science-fiction, il y a tout un courant, c'était de la propagande. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de littérature, il n'y avait plus d'incertitude, plus d'interprétation. En fait, il y avait, et je crois que c'est assez intéressant quand on a commencé, et quand Matthias Echner d'abord a commencé à questionner les auteurs, en disant on va travailler sur quelque chose de travail, en fait, avec plus une dimension critique. J'aurais bien aimé assister aux discussions et aux débats, parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on a plus que jamais besoin de construire un autre système de valeurs. Les valeurs qui étaient celles de la Grande Glorieuse sont effilochées en 50 ans. Là, il ne reste quasiment plus rien, si ce n'est le chant du cygne de quelques vieux coqs machistes et je ne parle même pas de la... Oui, ou d'un vieil... voilà. Donc, mais bon, et donc, là, je pense qu'il y a quelque chose il y a un enjeu, quelque part, qui est assez fort, qui est de se dire, est-ce qu'on peut faire de la littérature qui oriente le regard, qui quelque part reste la littérature, qui reste ouverte à l'interprétation, reste dans une logique où il n'y a pas de morale, c'est pas du jeu de morale, et en même temps, voilà, c'est une sorte de, voilà, il y a d'équilibre instable, et je pense que c'est ce qu'a tenté de faire et a réussi en fait la VOLT, c'est ce qu'a tenté de faire aussi QSF, et c'est ce qu'on a tenté de faire aussi, et je pense que ça correspond à une vraie couleur, et je pense que ça va avec une grande liberté laissée aux auteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il laisse, il y a une logique de contrainte créative finalement. La contrainte créative, c'est pas un cahier des charges. Et si vous voyez où je veux en venir par rapport au ministère de la Défense, vous aurez évidemment pas totalement tort. Quand tu dis que tu voudrais, Ouais. quand tu aurais voulu assister au débat, de quel débat tu Je sais qu'il y a eu des discussions sur la logique de commande en fait au sein de la VOLT par rapport au bouquin sur le travail. C'est-à-dire, j'imagine quoi, j'ai cru entendre, si tu veux, voilà. Je sais que Léo, par exemple, tu vois, il a fait une nouvelle, Mathias m'avait raconté qu'il y avait quand même des... Oui, ça a discuté, quoi. Enfin, Catherine, ça avait discuté, quoi. Voilà, oui. Voilà. Oui, dans ces secteurs, Oui, ils l'ont ressorti là, mais je l'avais lu déjà, ouais. C'était un numéro dans lequel j'avais écrit un article. Ouais. Ouais. Bah oui, il y avait... Au début, ils considèrent oui, Mais après, on a les gars. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, pas du tout. Bon. Bah, vous pourrez les poser directement à nos auteurs au moment de la dédicace. Merci beaucoup. Merci à tous nos auteurs d'être venus parler de ce recueil de nouvelles.